Il y a un paradoxe absolument fascinant, une sorte d'injustice mathématique en fait avec laquelle on compose tous les jours. C'est le fait que l'humanité entière dispose, sans aucune exception, d'un capital identique de 24 heures. Ouais, c'est la seule vraie égalité à la naissance, quoi. Exactement. Le grand chef d'entreprise, l'étudiant débordé, l'artiste, l'employé de bureau, la journée fait exactement le même nombre de secondes pour tout le monde. Et pourtant, et c'est là que ça devient vertigineux quand on y pense, certaines personnes accomplissent infiniment plus de choses. Elles génèrent plus de valeur, elles semblent littéralement multiplier ce temps. C'est fou, hein? Si le temps est la monnaie d'échange de la réussite, la question qui s'impose est brutale. Pourquoi on n'obtient pas tous le même taux de change? C'est une excellente question pour reprendre notre exploration de cette méthode. Absolument. Et c'est justement pour répondre à ça qu'on continue notre plongée d'aujourd'hui en s'appuyant sur nos notes de la méthode des pros. On va s'attaquer à une section bien spécifique de ce texte, la genèse de ce qu'ils appellent l'essentiel. Ouais, le fameux essentiel. Et attention, on prévient ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas de vagues conseils sur la gestion du temps, genre mettez un réveil. Ah non, pas du tout. On est sur la mécanique d'un minimalisme d'action hyper radical. Et ce paradoxe des 24 heures, c'est vraiment le point de départ idéal, parce que la réponse qu'apporte le texte, elle bouscule complètement nos intuitions. C'est-à-dire? Le texte ne propose pas de technique pour courir plus vite ou pour rogner sur son sommeil pour caser 40 tâches dans une journée de 10 heures. Le postulat de base, c'est que notre culture actuelle de la surperformance, elle fait fausse route. Elle nous envoie droit dans le mur, ouais. Totalement. Le succès ne vient pas du volume d'action qu'on accomplit, mais d'une concentration absolue et impitoyable sur l'essentiel. Comprendre pourquoi une seule action bien choisie pèse infiniment plus lourd que 50 actions secondaires. Mais du coup, avant d'arriver à cette fameuse action unique, il faut peut-être regarder le comportement inverse, non? Le truc qu'on fait tous par défaut dans le monde pro. La fameuse volonté frénétique de tout accomplir. Voilà, le piège de la to-do list. J'aimerais bien qu'on décortique pourquoi cette approche classique de la liste de tâches à rallonge s'est considérée comme un mensonge stratégique par les auteurs de la méthode. En fait, le problème de la liste de tâches classique, c'est qu'elle repose sur un biais cognitif énorme, l'illusion d'égalité. L'illusion d'égalité. Ouais, tu vois, sur un bout de papier, la tâche numéro 1 et la tâche numéro 20, elles occupent exactement le même espace physique. Elles font la même taille, elles sont écrites avec la même encre. Ah, je vois. Donc, notre cerveau a tendance à leur accorder la même importance. Exactement. On va ressentir la même petite décharge de dopamine en rayant de la liste l'envoi d'un mail sans importance qu'en finalisant un plan stratégique crucial. Et traiter toutes ces tâches comme si elles se valaient, c'est une erreur fatale. Parce qu'on ignore la disparité d'impact entre nos actions, c'est ça, hein? C'est tout à fait ça. Et les conséquences sont désastreuses. Surtout en termes de charge mentale. Le texte est assez clinique là-dessus. On parle de délais dépassés, de projets qui aboutissent à moitié parce qu'on va jamais au fond des choses. Et le coût humain, on en parle. Le stress, le manque de sommeil, l'absence de sport. Les relations sociales qui se dégradent, ouais. En fait, c'est comme un buffet à volonté, où tu te forcerais à goûter chaque plat et à la fin, tu finis juste malade au lieu d'être rassasié. On sacrifie sa santé sur l'autel d'une productivité qui n'est qu'une façade. On brasse de l'air en pensant avancer, quoi. Et au-delà de ça, il y a un coût caché hyper lourd que le texte met en lumière, c'est le coût du changement de contexte. Ah oui, la fameuse taxe cognitive. Voilà. Quand un pro passe de sa boîte mail à une présentation, puis à un coup de fil mineur, et qu'il revient à sa présentation, il additionne pas juste le temps de ses tâches. Il paye une taxe à chaque transition. Parce que le cerveau met un temps fou à se reconcentrer. Exactement. En voulant tout faire, l'énergie est tellement fragmentée qu'aucune tâche ne bénéficie de la profondeur qu'elle mérite. Du coup, les résultats restent tragiquement moyens. D'accord, la mécanique de l'échec par la dispersion, c'est très clair. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. Je t'écoute. Psychologiquement parlant, il y a une peur immense derrière le fait de ne pas tout faire. C'est hyper naturel de paniquer à l'idée d'ignorer volontairement des demandes ou des projets. Bien sûr. Si on commence à ignorer tout ce qu'on pourrait faire au profit de la seule chose qu'on doit faire, il n'y a pas un risque majeur de voir des trucs importants s'effondrer. J'ai l'impression d'être un jongleur qui décide consciemment de laisser tomber des balles, quoi. C'est une super image. Et la peur est réelle, mais le texte propose un changement de perspective assez radical là-dessus. Ton jongleur, en fait, il croit que toutes ces balles sont en verre. Ah, alors qu'elles le sont pas. Non, en réalité, la grande majorité de ces balles sont en plastique, elles peuvent rebondir. C'est génial comme analogie. Et la médiocrité vient justement de cette tentative désespérée de rattraper toutes les balles en plastique au risque de laisser s'écraser l'unique balle en verre qui compte vraiment.
Donc le minimalisme dont on parle exige un courage stratégique. Accepter que des petites choses, des demandes mineures, s'effondrent pour protéger l'édifice principal. C'est presque subversif comme point de vue. Totalement. Accepter l'échec sur les petits fronts pour garantir la victoire sur le front principal. C'est le cœur de l'argument. Si tu disperses ton énergie sur 100 actions mineures, tu obtiens un résultat dilué. Mais si tu as l'audace de dire non à ce qui est juste bruyant et urgent, Pour canaliser 100% de son attention sur l'action qui a le plus grand effet de levier. voilà. Et le résultat final compense largement la petite casse qu'il y a eu ailleurs. L'inaction sur le superflu, c'est le prix à payer pour l'excellence sur l'essentiel. Ce qui nous amène au défi suivant, du coup, une fois qu'on a accepté ce principe qui est quand même un peu douloureux, de devoir élaguer, comment on fait pour isoler cette fameuse tâche centrale? C'est là que l'expérience empirique de l'auteur entre en jeu. Il n'a pas théorisé ça dans son salon en regardant le plafond, tu vois. Non, c'est né d'une vraie crise professionnelle, si je me souviens bien des notes. Exactement. Il a analysé ses propres succès et échecs avec la froideur d'un scientifique. Et la corrélation était parfaite. Chaque succès fulgurant correspondait à une concentration sur un seul point. Et à l'inverse, la stagnation venait de la dispersion. Toujours. Face à son entreprise qui n'avançait plus, il a réduit ses exigences. D'abord sur quelques objectifs, puis un seul, jusqu'à formuler une question unique qui a tout changé. Ah, la fameuse question. Elle est au centre de toute la méthode. Chaque mot est pesé au millimètre. Tu l'as sous les yeux, hein? Ouais. C'est quelle est la chose essentielle que vous pouvez faire cette semaine qui vous permettrait de rendre tout le reste plus facile ou inutile. Faut vraiment déconstruire cette phrase, parce qu'elle agit comme un filtre d'une précision redoutable. Remarque bien qu'elle ne demande pas quelle est la chose la plus importante, ou c'est quoi l'urgence d'aujourd'hui. C'est vrai. Poser ces questions-là, ça te maintient dans la gestion classique de la to-do list. Exactement. La question cherche spécifiquement un effet de levier. Elle traque l'action qui, une fois accomplie, va modifier la nature même des autres tâches. Moi, c'est la fin de la phrase qui m'interpelle le plus. Rendre tout le reste plus facile ou inutile. C'est puissant, hein? Vraiment. Tu sais, avant, je pensais à ça comme à la clé de voûte d'un bâtiment. Mais l'analogie est incomplète, parce qu'une clé de voûte, ça soutient un truc statique. Là, on parle d'action, de mouvement. T'as une meilleure image en tête? Ouais. L'image d'un immense embouteillage sur une route. T'as des centaines de voitures bloquées. La méthode classique, la to-do list, ça serait d'essayer de faire avancer chaque voiture une par une, en poussant le pare-choc. L'enfer, quoi. Hyper épuisant. C'est ça. Alors que la question de l'auteur, elle nous oblige à chercher en tête de file, c'est quoi l'obstacle, le camion en panne qui bloque tout le monde. Ah, je vois. Si on concentre toute notre énergie à dégager ce seul camion, les centaines de voitures derrière vont se remettre à rouler toutes seules. C'est une super illustration pour le concept de plus facile. Retirer le blocage principal, ça fluidifie tout le reste. Mais la question va encore plus loin avec le mot « inutile Et ça, c'est le côté révolutionnaire du truc. Rendre le reste inutile, ça veut dire que des pans entiers de ta liste de tâches s'évaporent. ». Ils ont même plus besoin d'être exécutés. Concrètement, ça donne quoi alors? Comment une action peut en annuler 20 autres? Prenons un scénario hyper courant. Un entrepreneur a une liste de 20 tâches sur la journée. Gérer un conflit entre deux employés, valider des congés, vérifier les plannings, recruter 3 techniciens. Le quotidien classique d'un manager, quoi? Ça lui prend la moitié de sa journée. Au moins. S'il applique la question « Quelle est la chose essentielle à faire pour rendre le reste inutile ?», la réponse serait peut-être de recruter immédiatement un directeur des ressources humaines d'excellence. Ah oui, d'accord. S'il met 5% de son énergie pendant 2 semaines uniquement sur ce recrutement précis, une fois la personne en poste, ses 20 tâches quotidiennes disparaissent instantanément. Elles deviennent inutiles pour lui vu que quelqu'un d'autre s'en charge brillamment. Il n'a pas géré les problèmes, il a éliminé la source du problème. C'est exactement ça, l'effet de levier massif. Au lieu de traiter les symptômes, on s'attaque à la racine systémique. C'est brillant. Mais bon, ça soulève quand même un gros problème d'exécution, je trouve. Lequel? La question est formidable en théorie, mais quand t'es devant ton écran avec 50 projets qui clignotent, des mails urgents, comment tu appliques ce scalpel sans te fier juste à ton instinct? Comment être sûr qu'on a trouvé le bon camion en panne et pas juste une grosse voiture, c'est ça? Voilà. Comment on est certain d'avoir isolé la vraie racine? Le texte répond à ça en utilisant un concept économique hyper connu, mais en le poussant dans ses ultimes retranchements. Le principe de Pareto.
Ah, la fameuse règle des 80-20. L'idée que 20% des causes produisent 80% des effets. Exactement. En management classique, on s'arrête là. On dit « concentrez-vous sur ces 20%». Mais le texte considère que s'arrêter à 20%, c'est de la paresse intellectuelle. C'est encore beaucoup trop large. Donc l'auteur introduit quoi? Un Pareto extrême? C'est le terme parfait, le Pareto extrême. C'est intriguant. Comment ça marche mathématiquement parlant? C'est un processus de distillation algorithmique, en fait. C'est itératif. Tu commences avec 100% de tes tâches ou idées, tu appliques le filtre une première fois pour isoler les 20% les plus impactants, Et on jette les 80% restants? sans aucune pitié. Mais on s'arrête surtout pas là. On prend ces 20% restants et on réapplique la règle, on cherche les 20% de ces 20%. Ah, d'accord, une réduction fractale. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul élément irréductible. La part vitale de la part vitale, quoi. C'est hyper agressif comme méthode. Si on prend un exemple pour illustrer la rigueur du truc, disons qu'une équipe doit lancer un produit et a trouvé 100 idées marketing. Ok, Avec un Pareto classique, on garde les 20 meilleures idées pour essayer de les faire. Ce qui fait quand même 20 projets à gérer en même temps, ça dilue le budget. bien sûr. Mais avec le Pareto extrême, on prend ces 20 idées, on les passe au crible de la question essentielle pour n'en garder que 4. Puis on remet ces 4-là en concurrence, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. L'idée en or. Ouais, c'est un véritable tournoi à élimination directe. Et les auteurs l'assument, hein, la méthode est impitoyable. C'est The Hunger Games des to-do-list, quoi. Ah, c'est un peu ça. Et c'est cette intransigeance qui crée l'hyperfocalisation. D'ailleurs, pour survivre à cette distillation, le texte propose un mantra très clair. Grande réflexion, action mesurée. Grande réflexion, action mesurée. Ça bascule complètement notre vision du travail. D'habitude, on réfléchit 5 minutes sous la douche et on passe 10 heures à s'agiter pour cocher des cases. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, du coup. La mécanique demande de passer un temps disproportionné, des heures, voire des jours, uniquement pour déterminer quelle est cette unique tâche primordiale. Parce que l'enjeu est colossal. Si tu te trompes de cible, toute l'énergie déployée après est gaspillée. Voilà. Et une fois que la cible est verrouillée, grâce à ce processus implacable, l'action devient mesurée. Pas au sens de lente, attention. Mais au sens de ciblé, chirurgical. Exactement. T'agis avec la force d'un laser plutôt qu'avec la lumière diffuse d'une ampoule de salon. Et c'est ça qui garantit ces fameux résultats extraordinaires. Parce qu'on élimine l'éparpillement. La force de frappe d'une personne concentrée à 100% sur la tâche à plus fort effet de levier, elle est exponentielle. C'est ça la clé de cette section de l'ouvrage. L'élimination du superflu, c'est la seule façon de débloquer cette puissance. Et ça marche à tous les niveaux. Élaguer les branches mortes pour que la sève nourrisse le bon fruit. Loi physique et stratégique, ouais. Du coup, si on prend un peu de recul pour synthétiser ce qu'on vient de voir dans cette partie du texte, on comprend vite que ce minimalisme d'action, c'est aux antipodes de la paresse. Ah, totalement. Faire moins de trucs différents, ça veut pas dire manquer d'ambition. C'est presque agressif comme optimisation. On refuse l'illusion du mouvement pour viser l'efficacité pure. Le but ultime, c'est de maximiser le taux de change de nos 24 heures. C'est la leçon majeure. L'agitation n'a jamais été une preuve de productivité. Et d'ailleurs, si on connecte ça à la réalité du terrain, ou lutte qu'on mène tous au quotidien, ça soulève une réflexion psychologique finale assez piquante. Oula, je sens que l'introspection va piquer un peu. C'est quoi cette vérité inconfortable, hein? La voici. Face à notre liste de tâches, il y a toujours une tâche immense, la vraie priorité, qui a le pouvoir de tout changer. Mais elle est souvent complexe et surtout terrifiante. C'est vrai. La question c'est, combien de fois le fait d'être très occupé, le fait d'accomplir frénétiquement plein de petites tâches faciles, c'est en fait juste une forme très sophistiquée de procrastination. Ah, waouh! La procrastination par l'agitation. Ouais. On se cache derrière le paravent de l'activité pour fuir notre responsabilité face à ce qui est vraiment essentiel. Le perfectionnisme sur des détails mineurs, c'est l'ennemi juré du succès. C'est hyper frappant. Je pense qu'on a tous connu ce moment où on décide de réorganiser tout son système de dossiers sur l'ordinateur ou de nettoyer son bureau avec une minutie maniaque, juste pour retarder le moment d'ouvrir le document vierge de la vraie stratégie. C'est une protection psychologique classique, ouais. C'est une sacrée piste de réflexion à garder en tête. Et ça clôture parfaitement notre analyse de ce passage des sources. C'est clair. Identifier cette chose unique, ça demande une rigueur intellectuelle immense. Mais une fois qu'on parvient à isoler cette clé et qu'on la met en mouvement, la physique du succès s'emballe. Ça déclenche une réaction en chaîne redoutable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Absolument. Comment une petite pichenette initiale peut renverser des structures gigantesques. C'est le phénomène de l'effet domino.
Et ce sera très logiquement la prochaine étape de notre série d'exploration.